Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de préférer la télévision nationale. Au sommaire de cette édition à la primature évaluation finale 2025 des contrats de performance des différents ministres des 3 départements sont passés devant la commission. Il s'agit de l'administration du territoire, la sécurité et les affaires étrangères. Préparatifs de l'élection présidentielle au niveau du département des télécommunications, une cellule numérique de veille contre la désinformation en période électorale sera activée avant, pendant et après l'élection. La station de traitement des boues de vidange de Sonfonia vient d'être visitée par une délégation interministérielle. Elle a passé en revue les compartiments techniques de l'ouvrage avant de procéder à la réception provisoire. C'est tout pour les titres. Une fois encore, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Dans l'actualité, le président Kagame a reçu ce vendredi Dr Maurice Sanda Kouyaté, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Guinéens établis à l'étranger, qui a livré un message du président Mamadi Doumbouya. Leur réunion a également porté sur le renforcement continu de la coopération bilatérale fructueuse entre le Rwanda et la Guinée. Auparavant, Dr Maurice Sanda Kouyaté avait été reçu par le président Brice Clotaire Oligui Nguema du Gabon. Le chef de la diplomatie guinéenne a de la même manière transmis les salutations fraternelles et les remerciements du président Mamadi Doumbouya. Compte rendu Omar Bari. Cette visite du chef de la diplomatie guinéenne au Rwanda s'inscrit dans la continuité logique d'un programme pensé, structuré et déployé pour porter haut la vision des autorités guinéennes sous le leadership de son Excellence le président Mamadi Doumbouya. L'Afrique, enfin, s'éveille, se relève et veille. Elle renoue avec ses valeurs ancestrales de dialogue et d'écoute, portées par une jeunesse qui s'affirme, des rêves qui prennent forme et une diplomatie continentale qui gagne en influence. Au cœur de cette dynamique, la République de Guinée s'impose comme un symbole. Elle se dresse, fière, assumée et s'affirme face à des nations longtemps considérées comme des puissances mondiales. Cette Guinée de 1958 retrouve son rang, assise à la table des plus grands. Les dévanciers ont rêvé de Simandou, les héritiers, eux, l'ont concrétisé. Ce n'est plus un projet lointain, mais un pont minier stratégique qui connecte le monde, adossé à une diplomatie affirmée. Le président Mamadi Doumbouya l'a voulu, le président du comité stratégique de Simandou, Djiba Diakité, a suivi sa mise en œuvre, et Dr Maurice Sanda Kouyaté, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Guinéens établis à l'étranger, le présente, le porte et le projette dans le monde. À chaque étape, à chaque escale, lors de chaque rencontre, le chef de la diplomatie guinéenne présente Simandou non pas comme un simple programme national, mais comme une architecture centrale de l'interconnexion minière mondiale, un instrument au service d'une Afrique qui compte et qui dialogue. C'est dans ce rôle de messager, d'envoyé spécial du président de la République qu'il a été reçu ce vendredi par le président du Rwanda, son Excellence Paul Kagame. Dr Maurice Sanda Kouyaté a transmis les remerciements du président Mamadi Doumbouya pour sa participation au lancement de la phase d'exploitation du gisement de fer de Simandou à Morebaya, le 11 novembre à 11h11. J'ai eu aujourd'hui l'insigne honneur d'être envoyé spécial du président de la République de Guinée, son Excellence Mamadi Doumbouya, qui m'a chargé d'une mission auprès de son frère et ami, son Excellence le président Paul Kagame de la République du Rwanda. Comme vous le savez, les deux présidents sont des frères. Depuis l'arrivée aux responsabilités du chef de l'État, le président Mamadi Doumbouya, les relations entre notre pays et le Rwanda se sont renforcées. Ça fait honneur à notre pays en venant participer personnellement au lancement du méga projet Simandou
et ensuite co-président avec le président Doumbouya au sommet Smart Africa. Ces deux événements majeurs ont marqué économiquement notre pays. Et la présence du président Paul Kagame a été un gage du renforcement de nos relations bilatérales. Le président Paul Kagame m'a reçu avec la chaleur fraternelle et le président a encore félicité le chef de l'État guinéen pour avoir en si peu de temps mis en œuvre un tel projet pour les populations guinéennes. Ensuite, il a félicité le président de la République sur les avancées des infrastructures en Guinée. Les routes, il a vu récemment l'échangeur de Bambeto. Le président n'a pas tari d'éloges auprès de son frère et ami, le président Doumbouya. Cet exercice, Dr Maurice Anda Kouyaté l'avait également mené au Gabon, où il a été reçu avec les honneurs par le président Brice Clotaire Oligui Nguema. Le chef de la diplomatie guinéenne y a, de la même manière, transmis les salutations fraternelles et les remerciements du président Mamadi Doumbouya. Cette rencontre a permis de revisiter l'axe de coopération Conakry-Libreville. Les présidents Doumbouya et Nguema ont convenu d'élever le niveau de la coopération bilatérale par l'ouverture réciproque d'ambassades, consacrant ainsi une nouvelle ère diplomatique. C'est cela, en effet, la dimension diplomatique du programme Simandou 2040. Une diplomatie proactive, structurante au service d'un projet national transformateur et d'un repositionnement international assumé. La Guinée a lancé le plus grand projet minier au monde, Simandou 2040. Et la Guinée a été honorée, le chef de l'État de la Guinée a été honoré par la participation effective de son Excellence le Président de la République gabonaise. Ils ont aussi maintenant la mission de conduire leur peuple vers le bonheur, vers la prospérité. Ce grand projet a été aussi une occasion d'échange, d'expérience. C'est pourquoi le président m'a chargé de dire à son frère, le président Doumbouya, que le Gabon va partager la même expérience avec la Guinée. Les deux chefs d'État, son Excellence Paul Kagame et son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, ont chacun chargé Dr Maurice Anda Kouyaté de transmettre à leurs frères et homologues, son Excellence le président Mamadi Doumbouya, l'expression de leur admiration pour le travail accompli avec rigueur, vision et patriotisme. Ils ont également réaffirmé leur soutien face aux défis à venir et ont promis d'accompagner la vision du chef de l'État, celle d'une Afrique qui se parle et s'écoute, d'une Afrique unie autour d'un idéal commun, le bien-être et le bonheur des peuples. Parlons aussi de cet exercice majeur de redevabilité gouvernementale qui a débuté aujourd'hui à la primature. 6 départements ministériels sont passés devant la Commission nationale pour présenter leur évaluation finale 2025 des contrats annuels de performance sous la haute autorité du Premier ministre Amadou Riba. 3 ministères ont ouvert le bal, l'administration du territoire, la sécurité, puis les affaires étrangères. Bilan, enjeux et perspectives, voici le reportage de Ousmane Bangoura. Sous la supervision du Premier ministre, chef de gouvernement, l'État guinéen a lancé ce 20 novembre l'évaluation finale 2025 des contrats annuels de performance. Un processus devenu incontournable dans le dispositif national de pilotage et de redevabilité, destiné à mesurer l'exécution des engagements, apprécier les performances sectorielles et définir les priorités pour l'année à venir. Pour cette première journée, 6 départements se sont prêtés à l'exercice. Premier à passer devant la commission, le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation. Une année qualifiée de charnière, marquée par l'organisation électorale, la gestion des frontières, la réponse aux catastrophes et les réalisations de l'ANAFIC. Le président de la République avait déclaré que l'année 2025 serait une année électorale. Et à ce titre, nous avons pu, avec beaucoup de difficultés, mais avec un engagement républicain, organiser le référendum du 21 septembre dernier.
Mais avant ce référendum, plusieurs activités se sont succédées, notamment l'établissement d'un fichier électoral. Sur la base de quel fichier nous avons pu tenir le référendum du 21 septembre. Deuxième département évalué, le ministère de la Sécurité et de la Protection civile. Au cœur des échanges, le renforcement des capacités opérationnelles, la lutte contre la criminalité transnationale et l'amélioration de la protection civile. J'ai apprécié cette rencontre par des recommandations et des observations pertinentes qui rentrent dans le cadre de l'amélioration et du renforcement des capacités opérationnelles des services de police et de la protection civile. L'objectif, c'est sécuriser des personnes et de leurs biens dans notre République. Troisième passage, le ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Guinéens de l'étranger. Avec un taux d'exécution de près de 80%, le département met en avant la solidité de la diplomatie guinéenne et la densité de son réseau de représentation à l'international. Nous sommes à un taux d'exécution de presque 80% de nos activités. À l'issue de l'évaluation, il y a eu des avancées, il y a eu des recommandations que le ministère va s'atteler dès à son tour pour les mettre en œuvre. Dans cette dynamique d'évaluation, le ministère de l'économie et des finances, ainsi que celui du budget, ont aussi présenté l'état d'avancement de leur engagement. Nous sommes une structure en charge de la mobilisation des ressources et en même temps nous suivons l'exécution de la dépense. Donc on a cette mission stratégique qui nous est confiée par le Premier ministre. Donc aujourd'hui, l'objectif c'était de faire une rétrospective sur qu'est-ce qui a été fait en termes de mobilisation des ressources, qu'est-ce qui a été fait en termes de l'exécution de la dépense publique et quelles sont les perspectives qui se dessinent. De son côté, le ministère du Travail et de la Fonction publique a présenté les résultats obtenus dans la modernisation de l'administration et l'optimisation de la gestion des ressources humaines de l'État. Son porte-parole détaille les progrès réalisés et les défis qui restent à relever pour une fonction publique plus performante. En termes d'administration du travail, nous avons renforcé les capacités de l'administration du travail. C'est la Direction nationale du travail et social, c'est l'Inspection générale du travail, c'est le Service national de la santé au travail. En termes de protection sociale, il y a des mesures qui ont été prises. Les travaux d'évaluation se poursuivront avec les autres départements programmés pour permettre au gouvernement de dresser un bilan global et objectif des performances réalisées au titre de l'année 2025. Le gouvernement guinéen fixe ses priorités pour 2026, des priorités qui vont en droite ligne avec le programme Simandou 2040. Les BSD des ministères ont participé à cette rencontre initiée par le secrétariat général du gouvernement. Objectif, harmoniser le programme de travail 2026 du gouvernement pour l'intérêt des citoyens. Le point avec Nabila Kamara. C'est l'atelier préparatoire du programme de travail gouvernemental 2026. Un outil stratégique qui permet de planifier, coordonner et suivre les actions prioritaires de l'État. La rencontre se tient au secrétariat général du gouvernement, structure chargée de l'élaboration du document. Il faut que les départements travaillent ensemble pour qualifier davantage des politiques publiques et à la fin soumettre un document au gouvernement qui puisse donc porter la vision du chef de l'État. Ce travail est extrêmement important. Il viendra compléter l'autre travail qu'on est en train de faire, les évaluations avec la primature, faire en sorte qu'on ait des alignements, qu'on ait des services qui peuvent interopéraliser et travailler ensemble de manière dynamique pour que les secteurs de façon générale puissent connaître des performances. Tous les ministères sont représentés à cette réunion de cadrage. Objectif, harmoniser les priorités du gouvernement et celles des départements sectoriels et établir une feuille de route commune pour l'année 2026. Les termes de référence sont établis d'abord au secrétariat général du gouvernement, mais nous voulons les co-construire avec les autres départements pour que le programme de travail 2026 reflète effectivement la vision de transformation, de développement durable et responsable prônée par le chef de l'État, le président Mamadi Doumbouya, Simandou 2040. Cette session préparatoire vise à finaliser un programme de travail en cohérence avec Simandou 2040.
Il s'agit de favoriser la concertation entre les ministères, examiner les orientations stratégiques, identifier les actions prioritaires et définir les modalités de leur mise en œuvre. L'atelier devra également aboutir à la matrice du programme de travail 2026 ainsi qu'au cadre de suivi et d'évaluation des résultats. Le ministre de l'Économie et des Finances a lancé récemment les travaux de renforcement de capacité des contrôleurs financiers, une formation axée sur la vulgarisation des 2 manuels de procédure d'exécution et de contrôle financier. Objectif, assurer une meilleure appropriation de ces outils essentiels. Compte rendu, Mamadi Gassama. Ils sont contrôleurs financiers et assistants. Pour mieux répondre aux exigences de redevabilité et de réédition des comptes, une remise à niveau est organisée à leur intention. 4 jours durant, ils sont appelés à s'approprier le manuel de procédure du contrôle financier, ce en vue de renforcer la transparence dans la gestion publique. Cet atelier de formation qui mobilise l'ensemble des contrôleurs financiers et assistants répartis en 3 groupes pédagogiques à Conakry, Kindia et Kankan vise à renforcer les compétences de nombreux contrôleurs financiers, de nouveaux contrôleurs, assurer une meilleure appropriation des manuels de procédure, d'exécution et de contrôle des dépenses. Même appui technique à Kindia et à Kankan. En activant cette nouvelle dynamique, la Direction nationale du contrôle financier modernise la gestion publique au sein des services déconcentrés de l'administration publique. Les grandes attentes du ministre de l'Économie et des Finances sont dévoilées. Ce que nous recherchons surtout, c'est de qualifier la dépense publique. Le meilleur moyen de qualifier la dépense publique, c'est de renforcer et d'outiller les acteurs de la chaîne d'exécution budgétaire. Pour le ministre de l'Économie et des Finances, les 2 manuels en voie de vulgarisation constituent des outils indispensables pour un contrôle efficace des finances publiques. J'en appelle en tout cas au professionnalisme des contrôleurs financiers pour porter davantage les statistiques et les productions d'informations financières de bonne qualité et qui puissent davantage améliorer l'État en matière de respect des normes, en la matière sur le plan international. L'objectif à terme est de consolider les acquis, renforcer les compétences des agents et améliorer la performance globale des contrôleurs financiers dans le pays. Réflexion aussi sur la valorisation des produits, des filières et des entreprises locales sur le marché extérieur. Une concertation nationale initiée pour étudier leur potentiel et opportunités d'exploitation. Les acteurs sectoriels sont mis à contribution pour une meilleure compétitivité au niveau de la zone de libre-échange continentale. Reportage Aboubakar Diaby, Morlaï Souma. C'est une consultation nationale consacrée à l'étude sur le potentiel et les opportunités d'exploitation de la Guinée offerte par la GLECAF. Cette initiative, qui projette l'intégration économique durable du pays, rassemble les acteurs publics et privés des secteurs d'activité pour une meilleure compétitivité au niveau de la zone libre d'échange continentale africaine. En mettant en œuvre la GLECAF, notre pays s'ouvre à un marché de plus de 1,2 milliard de consommateurs, représentant plus de 2 milliards de dollars de PIB. C'est une opportunité inédite pour diversifier nos marchés d'exportation, renforcer nos chaînes de valeur, attirer davantage d'investissements et accroître la compétitivité de nos entreprises. Cette rencontre d'échange d'idées a permis de présenter les secteurs clés et de discuter des défis imminents liés aux exigences réglementaires. Une manière pour ces acteurs de formuler des recommandations stratégiques pour une meilleure insertion des entreprises locales dans les chaînes de valeur. Les principaux points débordés, alignement des politiques nationales avec la GLECAF, réduction des coûts logistiques et amélioration des infrastructures portières et les coordinations inter-agences. L'étude que nous engageons avec vous, grâce à l'appui du projet UTAF, doit nous aider à passer de ce constat à des choix clairs, de comprendre de façon précise les blocages qui limitent aujourd'hui nos exportations et de proposer des pistes d'action réalistes en cohérence avec le programme Simandou 2040 et la stratégie nationale
ZLECAf. Ce moment de réflexion et d'action vise à tirer des conclusions susceptibles d'alimenter des politiques publiques et stratégiques sectorielles déployées pour profiter pleinement de l'intégration régionale. Ici, la réussite de la ZLECAf constitue une aubaine pour adopter une approche concertée et cohérente axée sur les résultats. En prélude aux journées portes ouvertes sur la qualité qui seront organisées par le ministère du Commerce à travers l'Office national de contrôle de qualité, la ministre du Commerce et le directeur général de cet établissement public étaient face à la presse. Principal sujet, les enjeux et défis liés aux préparatifs et à l'organisation de cet événement. Le point avec Falilou Diallo. C'est la rencontre de tous les défis liés aux journées portes ouvertes sur la qualité avant le coup d'envoi de l'événement. Notamment la sécurité sanitaire des aliments, principal enjeu de cet événement pour tenir les engagements et obligations au niveau du commerce international. Ces journées poursuivent plusieurs objectifs précis. Elles visent à renforcer la culture de la qualité, à rendre plus lisible le rôle de l'ONCQ, à créer une synergie entre l'administration, opérateurs privés et consommateurs. Votre travail permet de donner du sens à ces journées, d'expliquer au grand public pourquoi certains produits sont retirés du marché, pourquoi l'étiquetage et la traçabilité importent, comment la lutte contre les fraudes protège à la fois le citoyen et l'opérateur sérieux. La qualité, levier de compétitivité et de protection des consommateurs, c'est le thème de cette année. Cet événement se veut un rendez-vous incontournable sur la vision concrète des analyses et contrôles des produits alimentaires au sein des laboratoires de l'ONCQ. Les thèmes qui seront abordés sont entre autres le rôle de la gouvernance dans le soutien à l'infrastructure qualité, Vision Simandou 2040. Également, d'autres thèmes plus techniques seront abordés, notamment les thèmes sur les questions de normalisation, sur la certification produit et la certification des laboratoires d'essai. Au cours de ces journées portes ouvertes, des panels et autres rencontres seront organisées, tout comme la visite des stands des acteurs économiques et les laboratoires de l'Office national de contrôle de qualité. Le Maroc est le pays invité pour son modèle lié à la certification des produits alimentaires. Partons au Brésil pour parler de la COP 30. La délégation guinéenne vient d'organiser la journée de la Guinée. Il a été question d'exposer aux différents partenaires et autres délégations gouvernementales les efforts de la Guinée dans la lutte contre les changements climatiques, mais aussi expliquer les nouvelles ambitions de la Guinée et la contribution nationale déterminée dans sa version 3.0. Le point avec Mamadou Alpha Baldé, envoyé spécial. Pour marquer la journée de la Guinée, la délégation de Conakry mobilise plusieurs de ses partenaires climatiques au stand du pays. Ici, à tour de rôle, des spécialistes guinéens expliquent les avancées et ambitions du pays dans les domaines de l'adaptation et de l'atténuation à tous les niveaux. La COP 30 a été entièrement consacré aux contributions déterminées nationales des États. Donc il avait été sollicité aux États de déposer, de faire parvenir au secrétariat de la Convention leur troisième génération de contributions déterminées au niveau national. Et avant de venir ici, c'est ce qui a été fait. Madame la ministre a eu l'occasion de transmettre au secrétariat de la Convention la CIDN de la Guinée avant justement l'arrivée de la délégation. Une CDN beaucoup plus engagée, beaucoup plus ambitieuse, puisque cette CDN a pris en compte cet engagement du volet atténuation et cet autre engagement du volet adaptation, à la différence de la CDN passée qui n'avait que 3 engagements du volet adaptation. Il y a eu l'article 6 aussi qu'il faut mentionner, qui a été pris en compte dans cette CDN dans le cadre du marché carbone, puisque la Guinée avec le programme Simandou va vers la décarbonation du secteur minier. Avec des pays de la sous-région ouest-africaine, un partage d'expériences est aussi organisé à l'occasion de cette journée.
Il est question de partager les bonnes pratiques et autres efforts locaux. Nous avons échangé également sur comment mobiliser les ressources pour pouvoir formuler ces plans nationaux d'adaptation, comment mobiliser les ressources pour pouvoir en tout cas les mettre en œuvre. Donc à ce niveau également, nous avons partagé notre expérience, à savoir que le Burkina Faso, à travers un processus vraiment inclusif, voilà, donc multisectoriel, nous avons pu mettre en place un plan d'investissement ou le plan national d'adaptation, ou en tout cas tous les sectoriels, sur tous les secteurs prioritaires en matière d'adaptation s'y retrouvent. À Belém, la Guinée compte bien échanger avec le maximum de partenaires possibles pour booster les nombreux projets environnementaux du pays. Je vous l'annonçais dans les titres. Après l'expérience du référendum de 2025, le ministère des Postes, des Télécommunications et de l'Économie numérique intensifie ses préparatifs en vue de l'élection présidentielle. Pour cette échéance, une cellule numérique de veille contre la désinformation en période électorale sera activée avant, pendant et après l'élection présidentielle. Le lancement de cette cellule a eu lieu hier jeudi 20 novembre à Conakry. Reportage Marie-Angélique Bangoura. Doté d'une équipe pluridisciplinaire composée de data scientists, de spécialistes du monitoring digital et d'experts en cybercriminalité, cette cellule de veille a pour mission de détecter, analyser et neutraliser toute tentative de manipulation de l'information dans le but de garantir aux citoyens un accès à des informations vérifiées. Nous sommes comme ça dans une salle de veille. Il y aura des veilleuses et des veilleurs qui seront là pour surveiller les plateformes, détecter les informations qui sont fausses. Lorsque ces informations-là sont détectées, il y a une équipe qui va faire une première analyse. Après l'analyse, ces informations détectées-là vont être remontées au niveau de l'équipe des juristes. Donc cette équipe, à son tour également, va essayer de qualifier les faits de façon juridique. Avec l'évolution rapide des technologies numériques, des acteurs mal intentionnés multiplient les fake news, les discours de haine et les contenus falsifiés, parfois générés grâce à l'intelligence artificielle. La cellule entend repérer, documenter et engager des actions appropriées contre les auteurs de ces pratiques afin de contenir la propagation des fausses nouvelles et de préserver l'intégrité du débat public. Ce que nous souhaitons aujourd'hui, c'est de procéder à une vaste campagne de sensibilisation qui va à l'endroit à la fois des électeurs, qui va à l'endroit des partis politiques en compétition, mais aussi qui va à l'endroit, n'est-ce pas, des acteurs en charge de l'organisation des élections. Pour que nos concitoyens, au vu des masses énormes d'informations diffusées sur les réseaux sociaux, puissent s'arrêter un moment pour se poser la question de savoir est-ce que ce qui est dit est vrai ou pas. La cellule numérique de veille insiste également sur la responsabilité des utilisateurs des réseaux sociaux et des plateformes en ligne, particulièrement en période électorale. Élection encore à 72 heures du scrutin présidentiel en Guinée-Bissau. Les préparatifs s'accélèrent. Les autorités électorales finalisent l'organisation matérielle, tandis que la CEDEAO déploie sa mission d'observation pour accompagner le processus électoral. Reportage à Bissau de nos envoyés spéciaux, Adama Mohamed Keita, Mohamed Touré. Dans le riz de Bissau et dans les centres de préparation, l'heure est au dernier réglage. En parallèle, la CEDEAO renforce sa présence. Une délégation officielle est arrivée à Bissau pour superviser les différentes étapes du processus. Elle sera déployée dans plusieurs régions afin d'observer le déroulement du scrutin. Le chef de la délégation a été reçu au palais présidentiel par Umaro Sissoko Embalo. Interestingly for Guinea-Bissau, la CEDEAO se tient aux côtés du peuple de Guinée-Bissau dans le cadre de la gouvernance. Nous sommes venus voir le président Umaro Sissoko Embalo pour dire que nous sommes ici pour une mission d'observation des élections générales qui se tiendront dans quelques heures. Au fur et à mesure que le jour du vote approche, les autorités bissau-guinéennes, comme les partenaires régionaux, affichent la même volonté, garantir un scrutin calme, transparent et crédible.
Le projet de modernisation de la ville de Conakry avance avec la construction et le bitumage de la voirie urbaine. Les transversales 12, 13, 14 se réalisent avec la déviation Kagbele-Nkouria. Le ministre des Infrastructures et des Travaux publics est sur le terrain pour un suivi rapproché de ce projet de priorité présidentielle. Reportage Aboubakar Junior Kamara. De la transversale 10 jusqu'à 14, l'ambition du gouvernement est de construire et de bitumer ces voies de désenclavement de Grand Conakry. Nous sommes à Kassonia Carrefour pour sortir sur le kilomètre 5 à Dubreka. Ici, le dégagement est en cours, après l'identification et l'indemnisation des impactés du projet. Pour s'assurer donc de l'effectivité de démarrage des travaux, le ministre des Infrastructures et des Travaux publics est sur le terrain. L'inauguration du pont de Bambeto, nous l'avons signifié. C'est une cadence qui a commencé qu'on ne va pas arrêter. C'est-à-dire le changement du Conakry avec des infrastructures modernes. C'est dans ce sens que nous sommes venus voir Kagbele-Nkouria, cette route. Aujourd'hui, nous avons visité la T12 et nous sommes en train de visiter maintenant la T13. Ce sont des travaux qui ont été lancés par les entreprises et donc nous sommes venus nous assurer qu'effectivement les entreprises évoluent très bien sur les chantiers. Et il y a quelques difficultés avec eux et avec s'accorder sur l'aspect technique du projet. Et aujourd'hui, on fait cette visite avec l'ACGP qui est le maître d'œuvre public, qui nous accompagne dans cette visite parce qu'ils ont la charge de superviser les travaux. C'est dans le cadre du projet de modernisation de la ville de Conakry. L'entreprise chargée des travaux met tout en œuvre pour respecter les clauses du contrat, surtout le délai contractuel. Ce projet, on a 36 mois de délai d'exécution. Il y a déjà 1 an, 12 mois qui sont déjà consommés. Il nous reste 24 mois à livrer le projet dans sa entièreté sur la T13 7 km 800 et puis la T14 2 km 400. Cela s'ajoute au projet de construction de bitumage de 26 km en 2x2 voies entre Kagbele et Nkouria, qui est d'ailleurs inscrit dans le portefeuille des priorités présidentielles. Aujourd'hui, l'ambition du gouvernement est de rendre facile la circulation du Grand Conakry pour les populations. Au compte de la réalisation des infrastructures, toujours une commission interministérielle était cette semaine sur le site de traitement de la station de boue de vidange de Sonfonia. La délégation a passé en revue les compartiments techniques de l'ouvrage avant de procéder à la réception provisoire de cette station de traitement. La gestion de l'infrastructure sera confiée prochainement à un opérateur privé capable de fournir des meilleurs services. Reportage Mohamed Laminamara. Avec une capacité d'accueil de plus de 200 mètres cubes, les travaux de construction de la station de traitement de boue de vidange de Sonfonia Centre 2 sont presque achevés. La réalisation de cette infrastructure va contribuer à coup sûr à l'amélioration des conditions de vie des populations de Conakry par le traitement écologique des boues de vidange collectées au niveau des fosses septiques. C'est dans cette optique qu'une commission interministérielle conduite par la CGP a procédé à la réception provisoire des travaux exécutés par l'entreprise en Côte d'Ivoire. L'objectif, c'est de faire le constat, c'est de procéder à une inspection détaillée, regarder tous les aspects contractuels, ce qui était prévu au contrat et ce que l'entreprise a réalisé sur les chantiers, vérifier la conformité, la qualité de ce qui est fait. C'est une installation. On ne peut pas faire la réception en un jour. Il faut mettre les équipements en service, voir comment l'ouvrage se comporte et suivre le procédé du début à la fin. Cette commission interministérielle a mis l'occasion à profit pour visiter tous les compartiments techniques de cet important ouvrage de traitement de boue de vidange. À l'issue de cette réception provisoire, l'infrastructure sera rendue fonctionnelle au profit des opérateurs de curage des fosses septiques. Le camion vient, il est chargé. Donc, nous avons un appareil au niveau du local PG qui détermine ici le poids de l'engin. Après, quand l'engin quitte là-bas, il part au niveau du bassin de réception. À ce niveau-là, il y a un dépotage. Donc ici, au niveau du bassin de réception, nous avons un regard qui nous permet de voir la qualité du liquide. Si on voit que la qualité est bonne, en ce moment, on laisse passer le liquide. Après cette réception provisoire, le problème à résoudre reste désormais la sélection d'un opérateur privé capable de fournir d'excellentes prestations de gestion avec le recouvrement des coûts de vidange conformément aux normes requises.
Une journée porte ouverte organisée par le Récifat sur le civisme fiscal et la mobilisation des ressources internes s'est tenue mardi à Conakry. Cette rencontre vise à créer un espace d'échange entre élus locaux, partenaires et citoyens afin de renforcer le civisme fiscal et d'encourager une gestion budgétaire plus transparente. Reportage Pascaline Yamalo, Sona Sagnou. C'est une journée porte ouverte sur la mobilisation des ressources et le civisme fiscal. Ici à Sonfonia, l'événement se déroule dans un contexte de renforcement de l'engagement citoyen pour le civisme fiscal et de l'amélioration budgétaire. À cette rencontre, les autorités communales et les citoyens restent engagés pour une gouvernance transparente et participative. C'est un honneur pour Sonfonia de recevoir toute cette communauté ici aujourd'hui pour parler de la mobilisation des recettes sur lesquelles nous dépendons en tant que communauté pour améliorer les conditions de vie de nos citoyens et pour faire des investissements dans tous les domaines socio-économiques de notre commune. Cette rencontre a permis aux acteurs de s'approprier le contenu des messages sur les réformes engagées dans le cadre de la gestion fiscale des communes. Avec l'appui des partenaires, cette campagne de sensibilisation est orientée sur l'importance de paiement des impôts. Dans le cadre de cette activité porte ouverte sur le civisme fiscal, l'appui est essentiellement technique et financier auprès de notre partenaire Action Éducation. La contribution est essentiellement technique et de contribution financière à la mise en œuvre des activités. Pour que nos communes puissent faire face à leurs besoins en matière de développement, il faut qu'il y ait de la mobilisation des ressources internes, locales. Donc il faut faire de la sensibilisation au sein des populations afin qu'elles connaissent l'importance de payer les impôts et les taxes. À travers cette journée porte ouverte, l'espoir est permis que des anciennes pratiques dans la gestion financière des communes seront laissées pour compte et que ces responsables locaux feront face à de nouveaux défis. Toujours dans l'actualité, le document du projet d'établissement de l'Institut national de santé publique vient d'être validé. Un document qui va révolutionner l'ensemble des activités de cet institut du ministère de la Santé, chargé de la recherche, de la surveillance et de la formation. Compte rendu, Kierno Maroufba, Mohamed Mpati Kamara. L'Institut national de santé publique, ce service technique de référence du ministère de la Santé dans le domaine de la recherche, la formation et la surveillance, se dote d'un projet d'établissement. Ce document, élaboré par des experts nationaux pour définir la trajectoire et les orientations de cet institut pour les 5 prochaines années. L'INSP est en train de franchir un nouveau cap. Et pour le faire, il faut qu'on se fasse accompagner par les documents de gouvernance. Il y a au total 6 documents qui vont être validés techniquement ici et auxquels on va soumettre à nos autorités pour la validation politique afin que l'INSP puisse prendre son envol, non seulement pour la sous-région, mais aussi pour l'ensemble des INSP du monde. On est aujourd'hui à l'aboutissement d'un même processus, un processus d'élaboration du projet d'établissement, un projet pluriannuel qui doit permettre à l'INSP, en tout cas, de travailler sur ses orientations stratégiques, mais aussi qui doit permettre à l'INSP d'avoir un cadre de performance, un cadre de suivi et évaluation. Cette nouvelle feuille de route de l'Institut national de santé publique permettra de booster dans l'exécution de la mission au sein du système de santé publique guinéen. C'est pour répondre à ces enjeux que le projet d'établissement a été conçu. Ce document n'est pas un simple plan de travail. C'est notre feuille de route. Il doit clairement définir la vision et la mission renouvelée de l'INSP, ses axes stratégiques et ses priorités d'action, son modèle de gouvernance et ses mécanismes de financement durable. L'élaboration de ce projet d'établissement de l'Institut national de santé publique est rendue possible grâce à l'accompagnement technique de l'Expertise France.
Santé toujours à l'occasion de la célébration de la Journée internationale du diabète. Des actions de sensibilisation et de dépistage gratuits ont été organisées à l'hôpital national d'Onka. L'objectif, dépister précocement le diabète souvent ignoré pendant de longues années. L'initiative est portée par l'hôpital national d'Onka pour faire profiter des centaines de citoyens. Reportage Marwan Kamara. À l'hôpital national d'Onka, des équipes médicales se tiennent à la disposition des populations pour proposer des tests de glycémie, des conseils nutritionnels et des recommandations personnalisées. L'objectif, permettre à chacun de mieux connaître son état de santé et de prévenir les complications liées au diabète. Depuis 8 heures déjà, ils sont en train de travailler, faire des dépistages de diabète, de l'hypertension artérielle et tous ces facteurs de risque. En Afrique et dans le monde, 7 personnes sur 10 vivent avec le diabète alors qu'ils ne se connaissent pas diabétiques. Donc c'est lors de ces campagnes de dépistage-là qu'on peut vraiment déceler beaucoup de diabétiques. Organisée par l'hôpital national d'Onka, l'initiative s'inscrit dans le programme de la Journée internationale du diabète. Une occasion pour certains de découvrir leur état de santé et pour d'autres de se renseigner sur les mesures de prévention. J'invite tout un chacun à venir se faire dépister, même si ce n'est pas aujourd'hui, car la prévention elle est très importante et aussi d'adopter des mesures. L'année dernière, nous avons dépisté jusqu'à 400 personnes. Cette année, et je veux vraiment remercier l'ensemble de nos partenaires parce que les équipements et les consommables de dépistage coûtent très cher. Donc, cette année, nous espérons entre 400 et 800 personnes qui viendront ici se faire dépister. Le diabète reste l'une des principales causes d'amputation, d'accidents cardiovasculaires et de cécité selon les spécialistes. Pourtant, un diagnostic précoce peut changer la trajectoire de la maladie. Le responsable du laboratoire national de contrôle de qualité des médicaments vient de recevoir le diplôme et l'attestation d'accréditation des mains de la direction générale du système ouest-africain d'accréditation. Le professionnalisme de la nouvelle équipe dirigeante a permis de produire des résultats d'essais fiables et conformes aux normes internationales. Compte rendu Mikini Moussa Kamara, Marouf Ba. Dans le cadre de la qualification de ces missions, le laboratoire national de contrôle de qualité des médicaments reçoit des équipements et réactifs de laboratoire d'une valeur de 3 milliards de francs guinéens. Ces équipements permettront de renforcer le contrôle de qualité des produits pharmaceutiques et certains produits alimentaires. C'est une joie immense aujourd'hui, car le laboratoire commence à être dans la lancée de monsieur le ministre de la Santé sous la clairvoyance de Mamadi Doumbouya. Il est en train de nous fournir un équipement. Il est en train de nous donner des formations afin qu'on puisse effectivement analyser tous ces médicaments. Ce geste intervient dans un contexte où la Guinée est engagée dans la lutte contre les médicaments de mauvaise qualité. Cette institution est une priorité du ministère de la Santé. Le laboratoire national de contrôle de qualité joue un rôle important ou un rôle central dans cette lutte. Parce que tous les médicaments qui rentrent en Guinée pourront être analysés par ce laboratoire. Et une fois les médicaments sur le terrain, on peut retourner ces médicaments pour les analyser. C'est-à-dire que le laboratoire puisse faire les analyses à toutes les étapes. Le laboratoire national de contrôle de qualité des médicaments est une direction stratégique du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. La promotion de la qualité et la conformité demeurent sa mission principale. Des échanges entre l'UNICEF et les cadres représentants des populations de l'Abbé et de Mamon a permis d'évaluer les acquis et d'apporter des ajustements aux 5 composantes du programme Guinée-UNICEF. Ceci pour préparer un meilleur plan de travail opérationnel et réalisable en 2026-2027 en faveur du bien-être des enfants. Nabila Moussa Kamara, Sarafdin Diallo. Présent en Guinée depuis 1984, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance UNICEF œuvre pour la protection et l'épanouissement des enfants à travers tout le pays.
Dans le cadre du nouveau programme de coopération Guinée-UNICEF 2024-2028, les acteurs des régions de Mamon et Labé tiennent la revue annuelle 2025. Cette revue d'abord, dans son contexte réel, c'est une évaluation, une renconcertation sur les réalisations des programmes passés et nous projeter dans l'avenir dans le cadre des actions de développement futures. Effectivement, les travaux ici qui seront réalisés ici, c'est dans le but de voir, de corriger les insuffisances qui seront là et de continuer à travailler encore pour que effectivement les communautés bénéficient des différentes activités de notre programme. Cette rencontre permet de faire le point sur les réalisations dans les 5 composantes du programme. Objectif, identifier les défis et proposer des solutions concrètes pour améliorer les résultats. La revue annuelle au niveau régional du programme de coopération entre le gouvernement guinéen et l'UNICEF marque une étape importante dans la mise en œuvre du programme de coopération entre la Guinée et l'UNICEF. L'objectif est clair, c'est d'accomplir les résultats en faveur des enfants. Nous avons fait la planification et avec une bonne pression sur nous, acteurs et les partenaires, nous pouvons aller, je sais, plus loin que ce qui a été fait cette année. Les échanges entre l'UNICEF et les représentants régionaux permettent d'ajuster les actions et de préparer un plan de travail plus opérationnel pour la période 2026-2027 au service du bien-être des enfants. Comme vous le constatez, ce reportage est rendu en studio par Sona Sagno. Autre chose sur le plan national, renforcement de capacité de 126 cadres régionaux de l'administration des collectivités locales de Farana. Il s'inscrit dans le cadre du projet d'appui à la gouvernance locale de l'ANAFIC. Dans sa deuxième phase, l'initiative porte sur 2 volets. Le premier sur l'internalisation des manuels de procédure de suivi-évaluation et le second sur la formation de 60 utilisateurs de la plateforme SIGA de l'ANAFIC. Plus de détails avec notre équipe régionale basée à Farana, Ibrahima Oulem Fofana, Silati Kourouma. Opérationnalisation du système de suivi-évaluation de l'ANAFIC, Agence nationale de financement des collectivités, au cœur de la phase 2 du projet d'appui à la gouvernance locale. Il s'agit de renforcer les capacités des 126 cadres dans la région administrative de Farana, repartis comme suit: 2 cadres au niveau régional, 12 préfectoraux, 55 dans la commune et 46 agents techniques d'encadrement communautaire. L'objectif de ce projet d'appui à la gouvernance est d'améliorer les capacités nationales et locales pour une prestation de services efficace et responsable aux communautés, un développement local et résilient au changement climatique et un engagement citoyen inclusif. Il était question d'outiller, de renforcer les compétences de tous ces acteurs afin qu'ils puissent maîtriser le contenu de cette nouvelle approche liée à l'internalisation des compétences. Depuis 2023, le gouvernement guinéen a négocié auprès de la Banque mondiale ce projet de gouvernance locale. Son objectif est d'améliorer les capacités nationales et locales de la gouvernance territoriale pour une prestation de services efficace et responsable en faveur des communautés. Nous nous engageons également à accompagner les différentes collectivités dans la mise en œuvre des différents projets dans les différentes collectivités et aussi faire un effort pour maîtriser ces outils. Ça nous permettra, n'est-ce pas, d'intégrer ces outils-là dans notre plan de développement local, le PDL. Cette formation de 5 jours va permettre aux participants d'être mieux outillés sur les procédures de suivi-évaluation et l'utilisation des outils de suivi actualité pour la collecte et le traitement des données relatives aux activités du projet. À Tounifili, sous-préfecture de Bofa, l'épanouissement des femmes et des jeunes filles reste une priorité. À travers l'ONG DS Guinée Business, elles bénéficient d'un programme de formation pour la réalisation de leur activité génératrice de revenus. L'événement s'est déroulé en présence des autorités locales de Tounifili. Reportage Fatoumata Batouli Diallo, Mariam Diallo. Nous sommes au marché de Tounifili, une des sous-préfectures de Bofa. Bébé au dos, bagages sur la tête,
Makale Souma, la quarantaine, parcourt tous les samedis 15 km pour rejoindre le marché dans le but de subvenir aux besoins fondamentaux de sa famille. Pour appuyer les braves femmes à l'exemple de Makale Souma, l'ONG DS Guinée Business répond à leur inquiétude. Il y a de ces femmes qui sont à Tunifili, elles sont impuissantes. Elles n'ont pas de relation, elles n'ont pas de bras longs. Donc moi, ce sont ces genres de femmes que j'appuie. Je n'ai rien, mais je peux quand même ressortir leurs besoins. Je vais les proposer à ceux qui peuvent les venir en aide. Durant la rencontre, d'autres sujets préoccupants ont été débattus, entre autres la préservation de la paix pendant et après la période électorale. Ces femmes sont aussi sensibilisées sur la gestion des conflits pour une élection libre et transparente en Guinée. Je vous encourage à mettre pleinement en pratique les outils et connaissances qui vous seront transmis aujourd'hui. Devenez des ambassadrices dans la paix, dans vos familles, vos quartiers et vos associations. Le dialogue et la compréhension que vous favorisez sont des contributions concrètes à l'édification d'une Guinée stable, inclusive et prospère. Tunifili est prêt à préserver la paix parce que nous avons compris que c'est fondamental, la paix. Cette quiétude sociale, nous devrons la préserver, nous devrons aller dans ce sens. Pour l'ONG DS Guinée Business, cette activité de sensibilisation permettra d'instaurer un climat de cohabitation harmonieuse entre les citoyens de Tunifili, mais également à soutenir les femmes et filles de la localité. En prélude au lancement officiel des activités de la saison touristique 2025, Zérékoré, ville hôte de cette 4e édition, a vibré au rythme d'une ambiance empreinte d'amitié et de fraternité. Dans cette cité hospitalière, l'événement a démarré par un carnaval géant qui a connu une forte mobilisation d'éminentes personnalités, dont des ministres de la République, des autorités administratives, des cadres de l'administration publique et autres acteurs du secteur du tourisme. Reportage adjudant-chef Aboubakar Kamanou, correspondant de la presse militaire. Organisé par l'Office national du tourisme ONT en synergie d'action avec son ministère de tutelle, la 4e édition de la saison touristique se tient cette année à Zérékoré, au sud-est du pays. Ce vendredi 21 novembre 2025, l'événement a démarré par un carnaval géant. Parti du siège du gouvernorat à la place des martyrs de Zérékoré, ce carnaval d'ouverture de la saison touristique 2025 a mobilisé plusieurs milliers de personnes venues des 4 régions de la Guinée, mais aussi de certains pays d'Afrique et d'ailleurs. Cette année, nous voyons la présence de beaucoup de médias internationaux qui ont eu la curiosité de voir qu'est-ce qu'il y a à découvrir à Zérékoré, mais aussi il y a eu beaucoup d'invités de part et d'autre le monde qui sont venus nous accompagner pour cette activité cette année. Et on espère qu'ils ne seront pas déçus de ce qu'ils vont découvrir ici. Nous sommes très contents d'être là aujourd'hui, d'être avec la population de Zérékoré et de toute la forêt, et pour apporter notre soutien pour que ces événements-là puissent être une réussite totale. Épicentre des activités de la saison touristique 2025, Zérékoré, capitale de la Guinée forestière, salue cette initiative de l'État qui vise à valoriser et à mettre en exergue le potentiel touristique de la localité. Visiblement contente et satisfaite, les autorités et les populations de la région administrative de Zérékoré ont réservé un accueil chaleureux à leurs hôtes. C'est un sentiment de fierté. Vous avez constaté tous les prophètes de la région, tous les cadres sont aujourd'hui sur le terrain pour traduire leur sentiment de satisfaction. Pour dire qu'aujourd'hui, à Zérékoré, c'est la paix, c'est l'entente, c'est la cohésion. Pour clôturer la première journée de ce grand rendez-vous annuel à caractère touristique en beauté, un dîner de bienvenue aura lieu la nuit de ce vendredi 21 novembre 2025 à la Villa Sili. Cette étape annonce les couleurs des multiples visites guidées programmées les 22 et 23 novembre prochains sur différents sites de l'écosystème touristique de la région forestière.
Et pour jouer aussi leur partition dans le développement de leur collectivité locale, les ressortissants de Sigiri vivant en Europe ont organisé la 8e édition du Gala de levée de fonds, une initiative de l'association Mandembere Sigiri. Cette fois, les ressortissants ont fait fort en initiant la réalisation d'une école et a financé d'autres programmes de développement comme les programmes de sensibilisation sur la dégradation de l'environnement et la problématique de l'insécurité dans la préfecture. Reportage Mohamed Souma, Kerfala, Presse Camara. C'est un gala de collecte de fonds en faveur du développement local. Une initiative des ressortissants de Sigiri vivant en Europe appelée Association Mandemberesi. Cette démarche, qui est à sa 8e édition, a mobilisé la diaspora de Sigiri de partout pour parler de paix, d'unité et surtout de développement des collectivités locales de la cité de l'Or en Guinée. Quand on fait cette collecte-là, on va au pays, on s'investit. Par exemple, cette année, on a pu construire 3 classes qui est la peur. En 3 mois, c'est pour les enfants qui étaient à Sigiri, voilà, qui n'avaient pas de classe, qui n'avaient pas d'école. Moi, de ma part, pour Mandembere, j'ai décidé de les accompagner à ma manière. J'offre 3 salles de classe à Mandembere pour accompagner l'éducation à Sigiri. Parce que qui construit une salle de classe ferme beaucoup de prisons. La cérémonie a été rehaussée de la présence de l'ambassadeur de la Guinée en France qui a salué l'initiative avant d'inviter d'autres ressortissants à faire autant. À travers la construction des écoles, des centres de santé, il s'agit là des actions salvatrices qui concours au développement local. Et toute la Guinée était là et tout Sigiri était là. Et je crois que c'est un bon exemple pour tous les bons Guinéens, citoyens guinéens. Donc donnez-nous la main encore de continuer à faire de bonnes choses comme ça. Ce rendez-vous de collecte de fonds, de recherche de solutions aux problèmes de dégradation de l'environnement et de sécurité dans la localité de Sigiri a aussi été un moment de reconnaissance des efforts de certains ressortissants qui se sont démarqués à travers leurs actions de développement en faveur des localités de Sigiri, matérialisées ici par des remises de satisfecit. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et bonne suite programme sur la télévision nationale.